C'est vraiment fascinant d'imaginer la scène, en fait. Imaginons un remplaçant qui s'avance sur le bord de la pelouse alors que la seconde mi-temps s'apprête à commencer. Ouais, la pression typique d'un retour de vestiaire. Exactement. Sauf que, pendant les 45 minutes qui vont suivre, ce joueur ne va toucher le ballon que 29 fois. C'est très peu. C'est minuscule. Il ne remportera pas un seul duel aérien. Il ne réussira pas un seul tacle. Et surtout, son nom n'apparaîtra absolument nulle part dans la colonne des buteurs à la fin de la rencontre. Sur le papier, une lecture rapide, ça pourrait laisser penser à un joueur fantôme, quoi. Totalement. Quelqu'un qui a simplement traversé le match sans laisser la moindre trace. Pourtant, ce joueur spécifique va complètement démanteler une défense de très haut niveau. Il va orchestrer un retournement de situation miraculeux. Et c'est justement l'objectif de notre exploration détaillée aujourd'hui. Je suis prête, on a de quoi faire. On va prendre les données brutes d'une seule rencontre et les disséquer. Le but, c'est de comprendre comment les statistiques révèlent parfois une vérité totalement contre-intuitive. Et c'est toute la beauté de l'analyse de données appliquée au sport. Les chiffres bruts, ils peuvent être super trompeurs si on se contente de les survoler. Ah, c'est sûr, on cherche toujours le côté spectaculaire. Ouais, l'action d'éclat qui crève l'écran. Mais la réalité d'un écosystème complexe, c'est que les bouleversements majeurs proviennent souvent d'interventions chirurgicales, des trucs presque invisibles pour l'œil non entraîné. Le laboratoire de notre analyse d'aujourd'hui, c'est un match de football âprement disputé entre le club de Como et Rome, en Italie. Une belle affiche. Très belle. Le résultat final indique une victoire de 2-1 pour Como, et ce n'est pas une simple victoire, c'est une remontada. L'équipe est menée au score et parvient, contre toute attente, à renverser la situation. Un vrai cas d'école de gestion de crise sur le terrain. C'est ça. Comprendre l'anatomie de ce renversement, c'est comprendre comment une seule variable introduite dans un système en crise peut modifier l'intégralité des probabilités. Que l'on s'intéresse au sport, à la gestion de crise en entreprise ou même à la dynamique des fluides, le principe reste le même. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Commençons par la chronologie de cette fameuse crise. Il est impératif de poser ce cadre. Pour mesurer l'impact de la solution, il faut d'abord mesurer la profondeur du gouffre dans lequel Como se trouvait. Le contexte est primordial. Oui. Le football de très haut niveau, c'est autant une guerre psychologique qu'un affrontement athlétique. Les sources documentent parfaitement ce naufrage initial. Dès la 7e minute de jeu, le scénario catastrophe se déploie. Le pire moment pour encaisser. Un pénalty est sifflé contre Como. Doniel Malen s'en charge et le transforme. Donc à la 7e minute, l'adversaire prend l'avantage. Et là, ça fige tout. Complètement. Le tableau d'affichage reste figé dans une immobilité assez angoissante pendant presque une heure. C'est très long, une heure, quand tu cours après le score. C'est une éternité. Ce n'est qu'à la 59e minute qu'Anastasios Douvikas trouve enfin l'ouverture pour égaliser en faveur de Como. Et finalement, le coup de grâce intervient bien plus tard, à la 79e minute, par l'intermédiaire de Diego Carlos. Ce but encaissé sur pénalty à la 7e minute, c'est un véritable traumatisme tactique. Face à une équipe expérimentée comme Rome, c'est même le pire scénario imaginable. Pourquoi spécifiquement contre ce type d'équipe ? Parce que ce n'est pas seulement un chiffre qui change sur le panneau lumineux, c'est toute la structure du match qui bascule. Rome n'a plus aucune obligation de créer du jeu ou de prendre le moindre risque. Que juste attendre. Exactement, ils se regroupent dans ce qu'on appelle un bloc bas, c'est-à-dire qu'ils alignent deux lignes défensives très très resserrées juste près de leur propre surface de réparation. Une vraie muraille, quoi. Ouais. Ils ferment les espaces, ils réduisent les distances entre leurs joueurs à quelques mètres seulement, et du coup, ils laissent Como s'épuiser à chercher une faille qui, honnêtement, n'existe pas. Le chronomètre se transforme en un ennemi invisible. C'est exactement ça. Chaque passe latérale de Como devient une victoire pour Rome, qui regarde tranquillement les minutes s'égranuer. Et là, je dois souligner une anomalie majeure dans notre approche d'aujourd'hui. Je t'écoute. Les noms que je viens de citer, Doniel Malen, Anastasios Douvikas, Diego Carlos, ce sont eux qui ont fait trembler les filets. Or, le joueur dont nous allons décortiquer les statistiques ne figure absolument pas dans cette liste. C'est vrai. Alors pourquoi diable consacrer tout ce temps à quelqu'un qui n'a même pas accompli l'objectif ultime de ce sport, à savoir marquer un but, Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont notre attention est naturellement capturée par l'éclat du résultat final. La culture idolâtre souvent le coup de pinceau qui termine l'œuvre. Et on oublie le reste. On ignore totalement l'ingénierie qui a permis à la toile de tenir debout. Les buteurs prennent la lumière, ils valident le travail, c'est indéniable, mais quand on plonge vraiment la tête dans les statistiques avancées, on découvre une toute autre réalité. Les architectes de l'ombre. Voilà, le joueur au centre de notre analyse n'a pas mis le ballon au fond des filets. Mais
Il a fondamentalement altéré la géométrie du terrain pour que Douvikas et Carlos, eux, puissent le faire. Et cet architecte de l'ombre, c'est Hassan Dio, l'international sénégalais. Et pour comprendre la mécanique de ce renversement, il faut regarder exactement quand et comment il entre dans l'équation. Parce qu'il ne débute pas le match? Non, pas du tout. Les notes indiquent qu'il entre en jeu exactement au début de la seconde période, à la 46e minute. Donc il n'a que 45 minutes. C'est ça. Il ne bénéficie que d'une demi-partie sur le terrain. Et pourtant, à l'issue de cette seule mi-temps, le système d'évaluation lui attribue la note impressionnante de 7,3. Ah ouais, un 7,3 sur une échelle d'évaluation professionnelle, en ne jouant que la moitié d'un match, c'est une vraie anomalie statistique. C'est rare à ce point. Très rare. Les algorithmes de notation récompensent généralement le volume et la constance sur 90 minutes. Pour qu'un remplaçant atteigne un tel score, il faut que son impact ait été immédiat, destructeur pour l'adversaire et surtout d'une propreté technique absolue. C'est un peu comme faire appel à un ingénieur spécialisé pour réparer un moteur en plein vol, alors que la moitié du compte à rebours est déjà écoulé. Bonne analogie. Il n'a pas le temps d'étudier les plans ou de s'échauffer mentalement. Il doit intervenir à la seconde près. Mais voici la statistique qui déchire complètement la logique habituelle. Durant ces 45 minutes de pression maximale, Hassan Dio n'a touché le ballon que 29 fois. Seulement 29 touches. Oui, comment peut-on obtenir un 7,3 d'évaluation avec une implication quantitative aussi faible? 29 touches de balle, cela équivaut mathématiquement à une interaction avec le ballon toutes les minutes et demie en moyenne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'illusion du volume, c'est vraiment le piège le plus courant dans l'analyse sportive. On pense toujours que plus on a le ballon, mieux c'est. Exactement. On a le réflexe de croire qu'un milieu ou un attaquant qui accumule 90 ou 100 touches de balle domine nécessairement les débats. Mais c'est faux. Surtout dans ce rôle précis, non? Oui, dans le rôle si particulier du super sub, ce fameux remplaçant injecté pour fracturer une ligne défensive, le volume est totalement secondaire. C'est le ratio d'action positive par touche de balle qui devient l'unité de mesure suprême. L'efficacité pure. Avec seulement 29 touches, chaque prise de balle portait un enjeu vital. Si s'était contenté, je sais pas, de faire des passes sécurisées vers l'arrière juste pour se mettre en confiance, Il aurait touché le ballon 50 fois? facilement. Mais Como aurait perdu. Ces 29 touches, elles révèlent une urgence clinique. Il ne participait pas à la circulation passive du ballon, il accélérait le destin du match. Donc si le volume global est si restreint, chaque ballon reçu représente alors une décision à très haut risque. Forcément. Cela nous pousse logiquement à examiner ce qu'il a fait de ces 29 munitions. Si l'on sort le scalpel pour analyser ses statistiques de distribution, les données sont sidérantes de propreté. Vas-y, donne-nous les chiffres. Il affiche 11 passes réussies sur 12 tentatives. Un taux de réussite global de 92%. Pour un joueur à vocation offensive, c'est déjà une performance majuscule. Parce que par définition, l'attaque implique la prise de risque, et donc un certain déchet technique. Alors, un taux de 92%, c'est en effet remarquable. Mais une passe réussie dans son propre camp, sans pression, ça compte autant statistiquement qu'une passe super risquée. C'est le piège des statistiques globales. Voilà, c'est la localisation de cette distribution qui révèle l'ampleur de son influence. Exactement. Et c'est en regardant la carte thermique de ces passes que le vertige s'installe vraiment. Les sources précises, et là il faut s'accrocher, passes réussies dans le dernier tiers du terrain, 5 sur 5. Waouh. 100% de réussite. Ajoutons à cela une passe longue tentée et une passe longue réussie, soit un autre 100%. C'est clinique. Et avec ces séquences de possession ultra minimalistes, il parvient à créer une occasion qualifiée de franche. Réussir un sans faute dans ce fameux dernier tiers, c'est comparable à essayer d'enfiler le fil dans une aiguille pendant que quelqu'un vous secoue violemment le bras. C'est une excellente métaphore spatiale. Il est crucial de bien visualiser ce que représente concrètement ce dernier tiers du terrain, contre une équipe qui mène au score. Le fameux bloc bas dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Les 30 derniers mètres ne ressemblent en rien au reste du terrain. C'est une zone de congestion extrême. On imagine un mur de joueurs. Rome y a probablement massé 8 à 9 joueurs. Ça réduit les espaces à de simples corridors éphémères qui s'ouvrent et se referment en une fraction de seconde. La pression physique y est étouffante. Et donc faire du 100% là-dedans? Faire un taux de 100% de passes réussies dans cette zone précise, ça défie presque la physique du football. En général, plus on s'approche du but adverse, plus le taux de réussite des passes s'effondre. Logique, la densité défensive augmente. Oui, la probabilité d'interception y est maximale. Et chaque passe interceptée dans cette zone, ça donne naissance à une contre-attaque qui pourrait définitivement sceller le match. Et c'est justement ce risque que Diao a annihilé.
Complètement. Si on relie ça à une vision plus globale, son rôle n'était pas de dicter le tempo. Ce n'était pas le chef d'orchestre classique. Non, il opérait plutôt comme un court-circuit dans le système nerveux de la défense romaine. Réussir 5 passes sur 5 dans la zone de vérité, ça signifie qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon là où ça faisait le plus mal à l'adversaire, il trouvait un partenaire. Sans jamais perdre la balle. Il brisait la ligne défensive sans jamais rendre la possession. C'est cette continuité chirurgicale qui empêche le bloc adverse de remonter et de respirer un peu. Et c'est ça qui fait craquer le système. C'est grâce à cette pression constante, sans aucun déchet, que les brèches se sont ouvertes pour les buts de Douvikas à la 59e et de Carlos à la 79e minute. On l'imagine alors presque comme un processeur informatique qui calcule des trajectoires géométriques parfaites à l'abri des regards. Sauf que, Sauf que la réalité du terrain, c'est de la boue, c'est de la sueur et c'est de la violence physique contrôlée. bien sûr, Le football n'est pas qu'un simple jeu d'échecs intellectuel. Et en examinant ces statistiques défensives et de combat, je tombe sur un paradoxe assez frappant. vas-y. Sur le papier, ces statistiques de destruction sont inexistantes. Duels aériens remportés, 0 sur 2, soit un taux de 0%. Ok, Tacle réussi, 0 sur 1. Encore un 0 pointé. En lisant cela de manière isolée, on a l'impression d'avoir affaire à un joueur qui fuit le contact, un fantôme sur le plan défensif. Et pourtant, Como gagne le match, et il garde sa note de 7,3. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? c'est vraiment le point de bascule de notre analyse. Il est impératif de comprendre que, dans le football moderne, gagner des duels ne signifie pas nécessairement sauter plus haut ou tacler plus fort. Ah, ces 2-0 dans les airs et dans les tacles, ce ne sont pas des lacunes, ce sont les indicateurs de sa véritable fonction. L'entraîneur de Como n'a pas fait entrer Diao à la mi-temps pour qu'il agisse comme un rempart défensif supplémentaire. Ils étaient menés au score, ils avaient besoin d'attaquer. Exactement. La mission était d'apporter de la percussion au sol, et c'est là qu'interviennent les statistiques de combat terrestre. Il remporte 9 de ses 14 duels au sol. Un taux de 74% de réussite dans une zone, je le rappelle, surpeuplée. Mais comment on remporte 9 duels sans faire le moindre tacle réussi? Ça semble un peu contradictoire, non? Parce qu'un duel au sol en phase offensive, ça consiste principalement à protéger le ballon de l'agression adverse. Ah, la conservation de balles. C'est l'art de l'orientation du corps, c'est l'utilisation de son centre de gravité pour faire bouclier entre le défenseur et le ballon. Diao recevait le ballon, sentait la pression du défenseur romain dans son dos et utilisait sa structure physique pour pivoter, absorber le choc et conserver la possession. Une vraie bataille de tranchées, en fait. Et qui ne nécessite aucun tacle, mais qui exige par contre une force isométrique et un équilibre phénoménaux. Ajoutons à cela ces dribbles, 3 dribbles réussis sur 6 tentés, soit 50% d'efficacité. Il créait le chaos par ses appuis. Exactement. Mais la statistique la plus dévastatrice pour la structure défensive de Rome, ce ne sont pas les dribbles, ce sont les fautes. Oui, les données sont formelles là-dessus. Il a subi 5 fautes durant sa seule mi-temps. 5 fautes subies en 45 minutes, c'est colossal. C'est énorme. Ça représente plus d'une faute toutes les 10 minutes sur un seul et même joueur. Sur le plan tactique, c'est un poison absolu. Mais pourquoi? Enfin, une faute, au fond, ce n'est qu'un coup de sifflet et le jeu s'arrête. En quoi c'est si grave pour la défense? C'est justement cet arrêt qui change tout. Subir 5 fautes, c'est briser le rythme physiologique et psychologique de l'adversaire. Rome essayait de conserver son avantage, de dicter un tempo lent. Il voulait endormir le match. Voilà. Et chaque fois que Diao prenait le ballon, il éliminait son vis-à-vis ou protégeait si bien sa balle que le défenseur romain, frustré et complètement dépassé, n'avait d'autre choix que de commettre une irrégularité. Et chaque coup de sifflet est une bouffée d'oxygène pour Como. C'est ça. Ça permet à tout le bloc équipe de remonter de 30 mètres sur le terrain. Ça génère de la frustration et très souvent des cartons jaunes chez l'adversaire. Et bien sûr, ça offre des coups de pied arrêtés dangereux. Diao fonctionnait un peu comme un paratonnerre tactique. Donc quand on assemble toutes ces strates de données, on obtient une cartographie fascinante d'un retournement de situation. La crise initiale de la 7e minute, avec ce pénalty de Malène, a imposé une montagne à gravir pour Como. Une montagne qui semblait infranchissable pendant 1 heure. Et la remontada, matérialisée par l'égalisation de Douvikas à la 59e minute et le but de la victoire de Diego Carlos à la 79e minute, elle s'explique par ce catalyseur entré à la 46e minute. Le fameux Hassan Diao.
Il n'a eu besoin que de 29 ballons pour déverrouiller la partie. Il a garanti une précision chirurgicale de 100% dans la zone la plus hostile du terrain, tout en absorbant physiquement l'adversité à travers 9 duels au sol gagnés et 5 fautes provoquées. Le tout sans effectuer le moindre tacle. Il a vraiment été l'ingrédient réactif qui a fait exploser le système de Rome de l'intérieur. Absolument.